大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだよ。Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 60 de l'ASP, le podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Kiko. Salut, ça va bien? Bien le bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? La forme. Rituel du vendredi encore. Toujours. Et là, t'as vu, épisode 60, on est plus proche des 100 que des 0. C'est pas faux. Déjà 60. Ah là là, j'arrive pas à m'en rendre compte. Ouais, c'est bien ça. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Je suis vraiment bien contente d'avoir continué à maintenir ça, maintenir le cap, à persévérer. maintenir le podcast. C'est un vrai plaisir. Ouais, carrément. Alors, aujourd'hui, on va parler de The Assassin. Donc, c'est un film taïwanais, chinois, avec une production aussi hongkongaise. Donc, un petit peu... Donc, on l'a triché aujourd'hui. Ouais, un petit peu dispersé. On l'a triché parce qu'on est mauvais sur la liste. Ouais. On a été mauvais. On s'est trompé. On s'est trompé. Ouais, on s'est trompé. On peut dire ça, on a fait les cons. Mais on va en profiter pour faire un petit lien quand même entre Taïwan et la Chine. Ouais, complètement. Parce que historiquement, il y a peut-être des choses à dire. Je pense. Vas-y, je te laisse la main. On en parle tout de suite. Si donc c'est le point historique. Alors asseyez-vous les enfants, je vais vous parler un peu de l'histoire. Histoire de Parc Castor. Ouais, non, on va en parler après. Je pense que c'est bien pour... Très bien. Pour introduire aussi le film. Petit teasing alors. Vas-y. Donc, on va parler de The Assassin, un film de Wu Xiaoxian. Pardon pour la prononciation. Triple H. Voilà. On l'appelle comme ça dans le milieu. Sorti en 2015. Que sais-tu du film et qu'as-tu en tête avant de commencer le visionnage? Que c'est Triple H qui l'a fait, qui est sorti en 2015. C'est bien, ça me ferait comme moi. Et que dedans, il y a Shuki et Shang Chen. Ouais. Voilà, c'est tout, je sais rien d'autre. Et bah pareil, je sais que c'est un film d'époque, et c'est tout. Et après le titre, il y a un assassin ou une assassine. Puis juste après ça, j'ai appris que c'était taïwanais. Donc, voilà, donc d'où la connerie. On va pouvoir faire une bonne découverte, un peu vierge de tout. On a pas sur l'histoire, donc... On va digresser un peu aussi sur Taïwan, parce que pour le coup, on s'est un petit peu intéressé à l'histoire du pays, parce qu'on s'est dit, merde, ça rentre pas dans le code ASP, quoi. Ouais, on s'est un peu trompé. Mais après, question, est-ce que on élargit à Taïwan ou pas? Est-ce qu'après cet épisode-là, on rajouterait... Est-ce qu'on fait évoluer les codes? Ça dépendra du point historique, parce que le point historique pourra peut-être nous apporter quelques billes pour savoir ce qu'on doit faire de Taïwan, cette petite île qu'est Taïwan. Donc, retrouvez-nous juste après que nous, on ait regardé un film, pour vous dans quelques secondes, et vous aurez une info géopolitique de Kiko, et peut-être l'évolution de l'ASP pour les prochaines semaines.阿瑶，昨日礼仪犯驾，当初真不该让岛国公主带走阿瑶。帮我将玉珏分赐了违约咬期，因为贺礼是有婚约信物的意思。罪无可还，为我刺其手，无实之决。Nous voici de retour. On vient de regarder The Assassin, un film de Wu Xiaoxian, ou Triple H. Donc c'est un film sorti en 2015, d'une durée de 1h45. Il est classé action-drame. Au casting, on retrouve Chang Cheng qu'on avait pu voir dans Tigre et Dragon, et Shuki, que vous avez peut-être vu dans Le Transporteur. Le film a eu pas mal de récompenses à sa sortie, avec notamment le prix de la meilleure réalisation au Festival de Cannes, donc en 2015. Il a eu aussi pas mal de cheval d'or, ou Golden Horses, je sais pas si c'est une nomination qui a été traduite. Okay. Un ours d'or, non? Hein? Un ours d'or? Non, un cheval. Horse. Okay. Golden Horse. Quel festival? Au Film Festival and Awards. Donc okay, c'est assez... Je connais pas. Voilà, pareil, moi je connaissais pas trop. Donc il a eu meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure photographie, meilleur costume et maquillage, et meilleur effet sonore. Okay. Et il a été aussi nominé à pas mal de choses. Donc voilà. Est-ce que tu nous dirais un petit peu de quoi ça parle? Alors je vais essayer. Je vais me fier plus à, on va dire, au synopsis qui est proposé par Google. Donc le film se passe en Chine,
au 9e siècle. On va suivre le personnage de Yin Yang, une jeune fille qui revient dans sa famille après de longues années d'exil. Elle a été éduquée et confiée à une nonne qui l'a initiée aux arts martiaux et à l'art du crime. Ouais. À l'art de l'assassinat, plus particulièrement. Et donc, elle revient dans sa famille et elle va continuer à jouer la justicière et à essayer de mener des missions pour éliminer, entre guillemets, des tyrans. Voilà. Très bien. Le pitch que j'ai lu du machin, voilà. Après, je reviendrai un peu plus sur... Ouais, parfait. Donc, juste avant de te demander de quoi, ce que t'en as pensé, je fais un petit rajout de ce que j'ai oublié tout à l'heure. Donc, le film, il est actuellement noté 3 sur 5 sur Allociné, 6,3 sur 10 sur IMDb et à 80% sur Rotten Tomatoes. Voilà. Maintenant, toi, tu en as pensé quoi? Alors, accrochez vos slips. Et en parlant de slip, ouais. Si, comme toi, comme moi, comme beaucoup, qui veulent avoir des informations sur le film The Assassin, vous lisez que c'est un film d'action-drame, et bah on va dire que c'est un effet Wonderbra ou Wonderslip, comme vous voulez. Ah ouais, pas mal l'idée. Je vois tout à fait. Tu vois de quoi je parle. Parfaitement. Voilà. Donc en gros, on va te promettre quelque chose, mais une fois que t'as retiré le tout, la promesse n'est pas tenue. Voilà. Alors je m'explique. Vas-y, explique-toi. Bon, j'ai toujours pas dit ce que j'en pensais, mais je m'explique. Donc The Assassin, avant d'être un film d'action-drame comme énoncé plus tôt, ouais. Bah c'est d'abord un film d'art et d'essai. Oui. On est d'accord. Tout à fait. C'est un film magnifique. On est d'accord. Visuellement incroyable. Tout à fait. Triple H. Moi, je vais l'appeler comme ça parce que je vais pas arriver à dire son nom complet. C'est un gros flexeur de fou. Il est là pour montrer de belles images. Ouais. Il est pas là pour raconter une histoire. Oui, merci. Clairement. On est d'accord, c'est bon. Ok. Je continue. Vas-y, J'essaie de continuer parce que j'essaie de trouver des mots, de faire des blancs pour que l'épisode dure un peu longtemps. Parce que j'aurai pas forcément grand chose à dire et vous allez comprendre pourquoi. Donc oui, donc Triple H, je reviens toujours sur lui. Il a une façon de travailler qui est propre à lui-même. Je me suis renseigné un peu sur qui il est. Donc voilà, c'est un Taïwanais pure souche. C'est quelqu'un qui est très attaché à ses racines taïwanaises, donc à son histoire. Tout ce que lui veut, c'est avant tout travailler l'image, travailler le cadre, travailler la photographie, la lumière. On le voit très bien dans ce film-là. Ouais, complètement. Il faut savoir aussi qu'il travaille en une prise. C'est one shot, c'est frappe qu'un coup le mec. Il improvise énormément. Il a un synopsis de base. À chaque journée de travail, il va savoir sur quelle scène ils vont travailler. Une fois qu'il dit action, place à l'improvisation. Si l'acteur il veut improviser, libre à lui. Tant que lui, son image est belle et que ça raconte entre guillemets quelque chose, il va laisser tourner la caméra. Ok. Si tout de suite il voit qu'il y a un truc qui cloche, il va arrêter la scène, mais il va essayer de reprendre derrière. Mais s'il voit que lui, à ses yeux, tout va bien, bah lui c'est one shot. Ok. Je comprends la démarche. Voilà comment il travaille. Ça, il faut le savoir. Donc je répète, c'est un film d'art et d'essai. Si tu aimes les wuxia-pian, les films de sabre, tels que Hero ou même encore La Cité Interdite qu'on a parlé récemment, ou Tigre et Dragon, ou que sais-je, il y en a énormément. Bah passe ton chemin, mon ami, c'est pas pour toi. Non. Si tu aimes Frodon Sake, qui marche pendant 3 films, ça peut te plaire, mais il y a pas d'anneau. Je te préviens. Il y a une dague. Il y a une dague et des bijoux de jade. C'est l'anneau de jade. Ouais. L'anneau, c'est ça. L'anneau de jade, exactement. Par contre, si tu aimes les belles images, si tu aimes contempler très longtemps, oui. Et j'insiste sur le très, eh ben, ce film est peut-être fait pour toi. Ouais. Avec tout ça, j'ai toujours pas dit ce que j'en pensais. Non. Eh ben, figure-toi que c'est ma cam. Bizarrement, c'est ma cam. J'aime bien. Ok. J'ai rien compris. Moi non plus. L'intrigue des personnages, tout ça, elle est inexistante. Les personnages, le développement des personnages, inexistant. Les liens entre les personnages, j'ai pas tout compris. Moi non plus. La nonne qui est mentionnée dans le synopsis, on ne le comprend pas. Bah c'est la meuf en blanc. Oui, mais on le comprend pas au début du film. On sait pas qui c'est, on sait pas. Oui, c'est... Il y a aucun personnage qui est expliqué.
il faut peut-être dire à Triple H que quand on écrit un film, il faut un début, un milieu, une fin. Ce que lui n'a pas respecté. Mis à part ça, moi je respecte totalement la démarche artistique du bonhomme. Je respecte totalement la claque visuelle qu'il m'a mis. Mais j'aurais préféré peut-être que ce soit un documentaire sur National Geographic. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je vais donner mon avis aussi. Hein, vas-y, je t'en prie. Ouais, non, en fait, j'ai été très mitigée très vite. J'ai beaucoup aimé voilà, le début du film où forcément ça se met en place, donc t'as pas toutes les infos, des choses comme ça. Donc le fait de pas savoir, de pas avoir de lien entre les personnages et tout, ça marchait. Mais dès qu'on a commencé à rentrer un petit peu dans le film, moi je suis pas rentrée en fait. Donc effectivement, j'ai vu un très beau documentaire, magnifique. Là, il y a rien à dire. J'aime beaucoup le style artistique de Triple H, mais j'ai eu zéro émotion. Donc moi c'est un peu dérangeant pour moi pour le coup. Le fait que les personnages aient pas assez d'infos, de background, des choses comme ça, ou qu'on n'arrive pas forcément à tout savoir. Là moi tu vois, j'ai été sur ma faim. Contrairement par exemple quand on a parlé d'Anabi où on n'avait pas toutes les infos, il y avait plein de choses où effectivement on n'allait pas forcément avoir beaucoup d'explications. C'est aussi un film qui était très économe en dialogue, comme peut l'être The Assassin. Mais en fait t'es pas sur ta faim, tout fonctionne bien, tout est fluide et tu te laisses porter. Là moi j'ai eu un peu l'effet inverse d'avoir ce côté d'aller essayer de chercher ou de complètement pas rentrer et en fait d'être plus frustré qu'autre chose. Moi je te corrige, c'est pas de l'économie de dialogue, c'est plus de la radinerie là. Ouais, alors je voulais être gentil en fait. Là on au départ je voulais avare. carrément dire On est vraiment avare sur le dialogue. Ouais, au départ ce que j'avais prévu de dire, j'ai essayé de tempérer un peu pour pas être trop méchante. Non, ouais, franchement c'est un film qui est très beau, mais pour moi, il se passe pas grand-chose. Le problème c'est pas forcément la lenteur, la contemplation, des choses comme ça parce que voilà, on l'a déjà dit dans le podcast, c'est plutôt quelque chose qui nous marche sur nous. Mais moi, ça vraiment le lien des personnages, en fait. C'est comme on sait pas qui est qui et quelles sont leurs relations entre eux, bah, c'est hyper difficile de pouvoir mettre aussi les enjeux qu'il y a dans le film. Il est censé y avoir un enjeu fort dans la famille avec des complots dans la famille. Il y a un complot aussi avec l'État de Chine. Donc, on sent, je pense, l'identité de Triple H en tant que Taïwanais qui, effectivement, va montrer une partie une province qui est rattachée à la Chine, mais un petit peu indépendante, ce qui est un peu le cas avec Taïwan. Donc on ressent ça, mais par contre... Il veut pas nous le raconter. Ouais, voilà. Ça va pas assez loin, en fait, pour moi. Non, il veut pas qu'on connaisse son histoire, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, il veut garder ça... Enfin, ce que lui connaît de son pays, de son histoire, il veut le garder pour lui, mais il veut montrer peut-être de belles choses, mais à aucun moment, il veut nous raconter quelque chose, ouais. Voilà. Tout simplement. Parce que il y a pas d'histoire, en fait. Je veux dire... Non, il y a pas d'histoire, à part juste... Non, il y a pas d'histoire. J'allais dire, à part le personnage de Shuki, parce que c'est... Yin Yang. Ouais. Yin et Yang, parce que ouais, je retiens le Yin et le Yang. Au début, je me suis dit, tiens, il va peut-être avoir une allégorie autour de Yin et du Yang, parce que je sais pas pourquoi. J'ai commencé à m'imaginer des choses, vu que lui, il me raconte pas d'histoire, j'ai essayé de me raconter une. Enfin bref, oui, entre Yin Yang et puis c'est son cousin, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils sont cousins et l'empereur. Ils étaient donc de la province. De la province, ouais, c'est ça. Donc c'est Weibo. Ouais. Donc oui, c'est l'empereur de la province. Il veut justement être plus ou moins indépendant par rapport à l'État chinois. L'empire chinois plus exactement. Et ils étaient censés se marier. Très jeune en fait, la mère de Shuki, elle lui a donné le bijou de jade justement qu'elle a partagé entre les deux pour leur faire en fait un peu une promesse de mariage dans la famille à l'âge adulte. Sauf qu'ils ont dû, les parents de Shuki l'ont envoyée chez la nonne pour la protéger. De quoi? On sait pas. Pourquoi ils l'ont envoyée, à quel âge, on sait pas. Et en fait, voilà, la nonne leur dit, faut que t'ailles buter ton cousin, quoi. Ouais. Donc ça tourne autour de ça. Sauf que, comme on n'a pas assez d'infos, et ben en fait, on n'a
pour moi, En fait, les seules elle infos... le bute ou pas, on s'en fout. Elle crève ou pas, on s'en fout. Oui, Je c'est veux dire, clair. Mais les seules infos qu'on a, en fait, sur cette histoire-là il doit aller buter son cousin, c'est le monologue qu'a la nonne dans l'intro du film. Ouais. L'intro en noir et blanc, d'ailleurs, qui est qui est magnifique. superbe. Et en fait, moi, j'ai un problème, un énorme problème avec le film, c'est que dans le parti documentaire, quand je dis ça, c'est vraiment pour parler de la contemplation et des beaux paysages qu'on voit dans le film. Bah, moi, j'étais plongé dedans. Je me dis, c'est beau et tout. Tu vois, ça. Voilà, il m'a amadoué avec ces images. Mais des fois, quand ça parlait, j'avais limite envie de faire mute et dire, fermez vos gueules, en fait. Laissez-moi profiter de l'image. Ouais. Et puis comme en fait... Et j'écoutais pas forcément les dialogues. Ouais, et puis c'était dur de rentrer, en fait, moi, je trouve, dans les dialogues. Parce qu'il y avait aussi quelque chose d'assez un peu onirique, parfois poétique et tout. Il y a beaucoup de poésie dans ce qu'il racontait. Ouais. C'est très beau, mais le problème, c'est que c'est très compliqué de comprendre ce qu'il veut dire, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, l'intrigue, elle a vraiment été coupée. Peut-être au montage, peut-être à l'écriture. Même peut-être hachée, des fois. Mais en fait, j'ai plus cette impression qu'en fait, il a voulu raconter son histoire à travers ces monologues poétiques, et c'est tout. On a le strict minimum. C'est ça. Et démerde-toi. Ouais, c'est ça. Et après, juste, kiffe mes images, c'est tout. Ouais, puis le contexte politique, justement, avec l'Empire chinois, avec le province, donc la province de Weibo, il y a d'autres provinces autour, en fait, à la périphérie de l'Empire, qui ont été un peu délaissées au fur et à mesure. Et un siècle après, c'est des provinces qui sont devenues complètement autonomes et qui se détachent de l'Empire chinois. Donc tout ce contexte-là, ce que je dis, c'est tout ce qu'il y a dans le film. C'est tout ce qu'il y a dans le Sauf que en fait, on a besoin de plus pour comprendre réellement l'histoire, pour comprendre pourquoi ils veulent se taper sur la gueule. Et tu veux de l'histoire, je peux t'en raconter. J'avais promis un moment historique. Ouais. Non, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça parce que pour le coup, là, ça se passe au 9e siècle. Mais à la base, nous, on avait hésité à parler de ce film vu que c'était un film taïwanais. Finalement, on a décidé de le garder parce qu'en regardant un peu l'histoire de l'île de Taïwan, on s'est dit finalement ça peut se rattacher, on va dire, à la Chine. Donc voilà, pour parler un peu de Taïwan, il faut savoir que c'est une île qui a été conquise pendant la dynastie Qing. Alors là, ce que je raconte, c'est vraiment de mémoire. Hein. J'ai lu un truc il y a très 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 longtemps, c'est-à-dire à peu près 2 heures. Et donc là, faut que je me souvienne de ce que j'ai lu. En même temps, on a eu une pause cérébrale là compliquée. Exactement. Donc c'était au XVIIe siècle. En fait, les Mandchous, donc le peuple de la Mandchourie, ont conquis l'île de Taïwan. Et en 1895, en fait, à la première guerre sino-chinoise, ils ont perdu cette île et ils l'ont donnée à la République de Chine, qui, par la suite, l'ont cédé au Japon. Ok. Ou c'est l'inverse, attends. Non, ils l'ont cédé au Japon après la première guerre sino-chinoise. Je crois que c'est ça. Désolé pour mon approximation. Mais en gros, le Japon, par la suite, l'ont perdu après leur défaite pendant la Seconde Guerre mondiale et l'ont rendu à la République de Corée en 1945 ou 1949. De Chine. J'ai dit quoi? De Corée. De Corée. Ah oui, non, pardon, je me perds en Asie, moi. Donc la République de Corée. De Chine. Oh là là. De Chine, effectivement. Est-ce que Taïwan appartient à la République de Chine ou non? Ça dépend du point de vue dans lequel on se met. Ouais, je pense. Si on est taïwanais, clairement non. Si on est chinois, clairement oui. Je pense que c'est un peu comme la Bretagne et la Corse, quoi. Ouais, ou le Québec et le Canada. Ouais, complètement. Taïwan, eux, veulent leur indépendance. La Chine ont clairement dit, oui, bon, on vous laisse tranquille, mais par contre, vous en appartenez toujours. Et si vous voulez, entre guillemets, vous isoler tout seul, nous, on a les moyens de vous taper sur la gueule. Et puis vous dire, vraiment, vous restez voilà, dans votre... vous n'avez pas le choix. Donc voilà, c'est un peu une histoire compliquée autour de la Chine et de Taïwan. Donc tout ça pour dire que finalement, on a décidé de parler de ce film, parce que déjà, il y a des acteurs chinois. Oui, tout à fait. Parce que l'histoire se passe au 9e siècle en Chine. Donc, on l'a décidé de le garder. Est-ce que par la suite, on fera d'autres films taïwanais? Peut-être. Triple H, il en a fait plein. Oui, donc, oui. Peut-être qu'on en reparlera, vu que d'ailleurs, il y a un film qui, moi, me tentait bien, c'était Millennium Mambo. Oui. Qu'il a fait, toujours avec Shuki. Et d'ailleurs, moi, je rebondis sur Shuki. Enfin, sans le faire mal. Parce que vu le poids que je fais, je peux... En même temps, vu comment elle se déplace dans le film, elle te met ta misère. Hein. Ouais, j'avoue. Mais d'ailleurs, alors, je rebondis encore une fois, mais en tout respect, bref. Je sais plus, voilà, je me suis perdu avec mes conneries.
Oui, je rebondis sur Shuki parce que je viens de me rendre compte que finalement c'est une très bonne actrice. Ah oui, complètement. Moi, voilà, dans le transporteur, elle fait une plante verte, donc forcément, Voilà, elle est pas très. Dans ce film-là, elle est ultra charismatique. Ouais. Moi, limite, elle m'a hypnotisé à certains moments. Ouais, je suis d'accord. Juste sur des phases où elle est derrière un rideau, elle est debout dans un coin, tu vois, elle est juste là avec ses belles tenues, tu vois, toutes noires avec des cordes rouges. Tu vois, je trouve ça super stylé. Et ça change vraiment de la pain-beige qu'elle joue dans le transporteur, tu vois, où elle est ultra sexualisée. Et encore plus du rôle qu'elle joue dans Gorgeous avec Jackie Chan, pardon, où elle joue une petite minette qui croit au prince charmant et qui est complètement neuneux, quoi. Ouais. Et moi, c'est les 2 seuls films où je l'ai vue. Et là, je la vois là, je me dis, waouh, mais en fait, c'est une excellente actrice. Ah oui, franchement, elle a été très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, justement, c'est qu'il y avait souvent des plans où elle se fondait un peu dans le décor. Ouais, carrément. Justement, un peu en mode ninja, quoi. Et donc, on voyait quasiment que son visage donc elle avait des grands cheveux noirs et des tenues noires. Mais c'est vrai que par contre, on a du mal à vraiment s'attacher à elle. Ouais, je suis d'accord. Et c'est un peu dommage, quoi. Parce que c'est un personnage qui devrait être fort, en fait. Mais complètement. Et elle est, je sais pas, il devrait y avoir énormément de, je sais pas si je peux dire de poids, d'intrigue, de conséquences. Il doit y avoir un peu tout autour de ce personnage-là. Et finalement, en fait, on a l'impression qu'en fait, c'est juste un électron libre qui se balade dans la photographie. Et c'est tout. Bah, pour moi, franchement, c'est juste une image esthétique, en fait. C'est comme tu dis, son personnage, visuellement, il est stylé, il est intéressant, mais narrativement parlant, il a pas grand-chose. C'est vrai. Et je rebondis moi aussi sur un truc que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que Triple H il fait beaucoup improviser ses acteurs. Moi j'ai eu un sentiment pendant le film que des scènes elles s'arrêtaient trop vite. Par exemple, il y a des moments où soit t'as un personnage qui va avoir une émotion extrêmement forte et donc on s'attend à ce qu'il l'explique et ça s'arrête, ou il se passe quelque chose et on sent qu'il y a un enjeu et donc on s'attend à ce que on aille creuser ça pour avoir des informations sur l'histoire. Et là, la scène s'arrête, soit brutalement on passe à autre chose, soit les 2 personnages s'éloignent, et on reste sur la sensation de ok, bah j'ai rien appris, et cette scène-là, bah elle a rien amené. Voilà. Donc j'ai un peu l'impression que justement ils ont improvisé quelque chose, c'était joli, donc on s'est arrêté là, mais qu'en fait c'est pas allé jusqu'au bout. Ou mais sinon surtout que sur l'intrigue, sur les scènes de combat aussi. Les scènes de combat, quoi. Elles sont archi courtes. Elles sont très courtes, mais elles sont très bien trouvées des fois, même souvent même. Mais c'est comme Triple H, en fait, les combats c'est des one shot. Ouais. C'est 3 coups, fini. C'est ça. Et là tu dis ok, je reste un peu sur ma faim. Donc je savais pas comment prendre les scènes d'action. Je me suis dit bah finalement peut-être on met pas. Oui. Après ça, tu vois, je me dis comme au final tu sens que c'est pas ça l'objectif du film. C'était pas gênant pour moi que ce soit aussi un peu furtif comme ça. Ça aurait pu aussi être un parti pris narratif, hein, de faire un film où on s'attend à ce que ce soit un film de samouraï, quoi, entre guillemets, ou de ninja, et en fait, bah non, c'est beaucoup plus de contemplatif. Mais ouais, moi, ce qui m'a dérangé, c'est manque d'accroche, quoi. Voilà. Est-ce que t'as des choses à rajouter ? Non, je pense que c'est pas mal. Hein. De toute façon, je peux pas raconter grand-chose du film parce que le film ne raconte rien en lui-même. Ouais, c'est ça en fait, c'est un peu compliqué. Moi, juste dernière info, petite info, c'est le dernier film de Triple H. Donc, je sais pas si ce sera son dernier de sa vie, mais comme il a 78 ans, et que ça fait 10 ans qu'il en a pas fait. Il a une maladie. Ouais. Qui l'a obligé en fait en 2023 à arrêter le cinéma. Je l'ai lu tout à l'heure, je sais plus ce que c'est comme maladie. Mais en gros, c'est quelque chose où... Il va pas refaire, quoi. Non, il va pas refaire, c'est fini. Je crois que c'est... The Assassin, c'est son dernier film. Ok. Bah, d'un côté, je me dis, si c'est l'apothéose de son arrêt-essai, très bien pour lui, de finir comme ça. Mais c'est vrai que... Bah, il finit sur une récompense à Cannes quand même. Donc, ouais. Bah, très beau film. Franchement, esthétiquement parlant, pas de souci. Effectivement, la réalisation est au top, quoi. Mais... Ouais, moi, comme j'ai dit, moi, c'est... Moi, quelque part, moi, c'est ma cam, donc... Après, oui, l'histoire, j'entends, il y en a pas. Mais, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a parlé à moi. Il y a... ça... Non, c'est... Mieux, hein. Moi, je dis, il me manque juste l'émotion dans la contemplation, que j'ai pas retrouvée, là, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, zéro émotion, zéro truc, mais... Non, c'est un beau documentaire, quoi. Ouais.
C'est Mais ce par que je contre, dis, ouais, en tant vraiment, que docu, allez voir, quoi. franchement, là, au niveau des lumières, des paysages de Taïwan, non, franchement, j'ai rien à dire, quoi. Ouais. C'est magnifique. Non, c'est très très beau. Vas-y, c'est quoi ta scène préf? Je crois que c'est la scène d'intro en noir et blanc. Ouais, pareil. Ouais, j'aurais mis la même. La scène d'intro en noir et blanc, elle est magnifique. Ah, parce que c'est une très bonne scène d'intro, justement. Mais le problème, c'est que, bah, voilà, on n'introduit pas trop de plus de trucs que ça. Bah ouais, non, après, c'est vrai que finalement, avec du recul, je trouve qu'elle raconte pas grand-chose. À part juste d'intégrer les deux personnages principaux, qui sont la nonne et Yen Yang, et qui suit après avec une scène d'assassinat, qui est très très courte, mais très cool. Et bah, tout en beauté visuelle, donc Ouais. ça fonctionne très bien. Puis là, je me suis dit, ah, ça va peut-être me plaire visuellement, ça. Ouais, mais puis il y a pour moi en plus des amorces qui sont intéressantes. Le fait que il y ait eu un assassinat qu'elle n'arrive pas à faire pour des raisons éthiques. On amorce le fait que bah c'est quand même une excellente assassine, je sais pas si on peut vraiment le dire. Une combattante. Voilà, qu'elle elle est extrêmement forte. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont amorcées où on se dit oh, OK, là on va aller sur des belles choses quoi. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai été autant sur ma faim. C'est que j'avais beaucoup d'attentes après cette première scène, moi, quoi. je comprends, mais moi, j'ai vite abandonné l'idée de Oui, moi aussi. d'avoir une histoire. Hein. Dans le vue, j'ai bon, bah. Je me suis dit, bah, kiffe les images et c'est tout, quoi. C'est ça. Bon, bah, on a la même, c'est fini, alors. Ouais, c'est bon. Voilà, c'était The Assassin. Et vous pouvez le retrouver... sur Univers Ciné. Ouais, en VOD pour 4€. Mais après, ce qu'on vous a dit, je sais pas si vous allez le mettre. À vous de voir, vous êtes libre de c'est votre ce qu'on argent. vous a dit, franchement, si vous aimez les films, les films d'essai, avec une belle photographie et vous êtes curieux, bah moi, je trouve moi personnellement je trouve que ça les vaut. Moi j'ai passé un bon moment. Donc voilà, après on peut le trouver nulle part ailleurs, peut-être je sais qu'il existe en Blu-ray. Donc sans doute sur Vinted vous pouvez le trouver pour pas très cher. Ouais, ça si vous êtes tombé sur quelqu'un qui s'attendait à voir du Jet Li ou du Jackie Chan, bah il a dû le revendre très très vite. Donc voilà. Si vous le voyez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis si au contraire vous voulez pas aller le voir, vous avez le droit de nous le dire aussi. Est-ce que tu veux enchaîner sur quelque chose de ton côté? Ouais, bah moi ça va être rapide. C'est une petite page Instagram que j'ai découvert là cette semaine. En fait, ça s'appelle Core 64 Music. Ok. Et donc Core 64 Music pour les noms anglish. C'est une page Instagram d'un musicien qui reprend des musiques de consoles à l'ancienne. Donc là, notamment, moi, ce qui m'a fait entrer sur la page, c'est des musiques de Street Fighter, qui reprend au synthé, comme tel quel. Hein. Il n'y a pas de comment on dit ça, de cover ou de quoi que ce soit. Il les reprend tel quel avec ses 3 claviers là. Voilà, je me suis retrouvé à écouter toutes les musiques qu'il a fait de Street Fighter 2. Et moi, voilà, tu sais très bien, moi, la BO de Street Fighter 2, c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, je l'ai en vinyle, donc c'est pas pour rien. Et juste voir des petites vidéos où il joue ça avec en fond une vieille télé cathodique, tu sais, les combis VHS là. Ah ouais. Et puis il fait tourner le stage en question. Et en fait, tu vois t'entends le son du 1-1 fight. Et puis après, t'as les Hadoken, les machins. Puis lui joue la musique par-dessus. Et en fait, avec les voix, je pense qu'il doit faire un montage dessus. Ok. Et ça fonctionne très bien. Puis moi, c'est de la nostalgie pure et dure. Puis c'est une petite page Insta que j'écoute. Il fait pas que du Street Fighter. Hein. Il fait pas mal de choses. Je crois qu'il fait des films aussi. Il a fait pas mal de films de série B que je connais pas du tout. Je vous recommande ça. C'est une petite page. Enfin, une petite page. Il a quand même 12 000 abonnés. Donc c'est pas mal. 72 publications. Allez jeter un coup d'œil. C'est Core 64. Tu sens la fanbase Street Fighter là. Ah ouais, non, mais moi, dès qu'il y a du Street Fighter, tu me connais. Hein, moi, Ah oui. Même quand j'ai fait découvrir aux enfants la vidéo avec les 2 chiens qui se tapent dessus, puis avec le montage de Street Fighter par-dessus, ça c'est ma cam. Donc voilà, il y a The Assassin qui est ma cam et il y a les trucs de chiens qui font Street Fighter. C'était éclectique. Hein, voilà. Bien. À toi. Moi, je vais recommander un podcast. Ouais. Je vais recommander l'ASP. Non. Non, pardon. Bah, je pourrais en même temps, hein, mais comment dire, vous êtes déjà dessus, donc. Je vais recommander Vénus épilait-elle la chatte. C'est un podcast sur l'histoire de l'art. Et c'est donc tenu par une doctorante en histoire de l'art qui va détricoter plutôt le patriarcat dans l'histoire de l'art. Et c'est super intéressant, c'est extrêmement bien documenté.
Elle a pas beaucoup d'épisodes, donc ça s'écoute assez rapidement. Les épisodes font à peu près 1 heure. Et c'est super intéressant parce que elle va vraiment loin dans le détail. Elle explique comment fonctionnaient les boys clubs de l'époque, la place des femmes artistes, la place des femmes d'artistes, comment elles ont été utilisées en tant que muses ou après qu'elles ont pas pu avoir la carrière d'artiste qu'elles voulaient. Comment fonctionnait l'académie, voilà, donc c'est vraiment très bien documenté. Il y a plusieurs époques qui sont abordées, il y a plusieurs artistes aussi, il y a des focus sur certains artistes. Voilà, donc c'est super intéressant, et pour toutes les personnes qui aiment un peu l'histoire de l'art, qui veulent aussi savoir d'où viennent, je pense, nos représentations cinématographiques d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui viennent des représentations artistiques plus anciennes, et notamment les scènes de bain. On voit souvent dans les films les meufs sortir de la douche, prendre leur bain, des choses comme ça, et ça c'est quelque chose qui était extrêmement représenté dans l'art, où on voyait des très jeunes femmes prendre le bain ou se laver depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Même pas plus tard qu'aujourd'hui, hein, je te dis. Tout à l'heure, je regardais un film de Lucio Fulci. Petit clin d'œil à Jumpscare qui en a parlé dans un épisode récemment. J'ai oublié le nom du film parce que j'ai pas du tout aimé. Mais justement, le film est 70, je crois, et en fait, tu vois énormément de femmes en fait se doucher topless, quoi. C'est ça. Déjà en 70, bon, tu dis en plus film italien comme ça. J'ai pas vu beaucoup de films italiens, mais de films de genre italien, j'en ai vu quelques-uns. Et souvent, t'as la femme dénudée à tout va, donc. Et pour, excuse-moi, mais vas-y. Et vraiment, c'est dénudé, mais et à chaque fois, c'est soit dans une scène de douche, ou alors t'as une scène de plongée avec une nana qui va plonger avec bouteille, masque à gaz et tout, hein, mais topless et en string. Ah bah forcément, parce Voilà. que c'est vraiment comment dire, la tenue adéquate pour faire de la plongée sous-marine. Donc, est-ce que dans le podcast, ils vont parler de ce film-là? Je suis pas sûr que ce soit une œuvre artistique, mais... Non, mais tu vois, il y a beaucoup dans l'art de filmer les femmes sous la douche ou dans le bain à leur insu. C'est-à-dire qu'elles savent pas qu'il y a quelqu'un qui les observe. Okay. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, moi, je trouve, dans le cinéma. Ouais. On va toujours avoir un point de vue un peu extérieur, où la meuf, elle fait ce qu'elle a à faire sous la douche, quoi. Et en fait, tu vas avoir quelqu'un qui va l'observer. Nous, déjà, spectateurs. Voilà. Donc déjà, c'est du voyeurisme. Donc, oui, puis et bon, c'est le male gaze, ce qu'on appelle aujourd'hui comme ça, et donc ça remonte aussi à ce qu'il y a pu avoir dans l'art avant. Et donc voilà, moi je trouve le podcast super intéressant, elle est super agréable à écouter, et c'est vraiment très instructif en plus sur l'histoire de l'art, l'origine des tableaux, les choses comme ça, tout le contexte. Mm-hmm. Elle fait appel aussi à des intervenantes spécialistes sur certains domaines. Donc par exemple, elle a fait un épisode sur Frida Kahlo, elle a fait intervenir une des personnes qui gère le musée de Frida Kahlo au Mexique dans sa ancienne maison. Donc voilà, c'est super. Ok, cool. Je crois que maintenant c'est l'heure de savoir ce qu'on va écouter. Je parle à la québécoise. Oui, ça marche. Ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Ça marche pour les Québécois qui écoutent, ils vont comprendre. C'est vrai, tout à fait. Les Français vont pas comprendre parce que ils sont on a mis les sous-titres, c'est bon. Ouais. Donc ouais, c'est parti. On va. T'as une envie particulière? Alors, je regarde la collecte parce que j'ai envie de sortir un format physique là. Ouais. Parce que là, on vient de le louer en VOD, c'est sympa, mais c'est bon, j'ai envie de mettre les galettes, moi, un peu. Un petit film coréen quand même. Ouais. Ouais, j'aimerais bien un petit film coréen. Un thriller. Ouais, tu vois, moi j'ai un peu bourrin là. Ouais, un thriller qui finit mal. Ouais, ça coréen. C'est souvent ça. Je crois que j'ai bien défini le genre. Ouais, j'aimerais bien un truc comme ça. Ouais, c'est très bien, ça me va. Bon, on va voir. Allez, 3, 2, 1, The Fortress. Ah, oui. On reste en Chine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un film de KPDP, si je peux dire ça. Donc, je peux pas vous en dire plus. Donc là, pour le coup, on va sortir la galette parce que c'est un film qu'on a au format physique. C'est un film d'époque aussi. Ouais. Je crois que c'est un film d'époque, ouais. J'ai l'impression que ça a l'air beaucoup plus action. Donc, je me trompe peut-être. Je sais pas quoi dire du film. Je ne sais pas. Je l'ai eu en promotion sur Joker Shop.
J'ai fait un énorme panier avec tous les films qui étaient en dessous de 10 euros. Donc celui-là, il en a fait partie. Parce que, collectionneur compulsif que je suis, il m'en fallait un max. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle. Moi non plus, parce que j'ai pas regardé. Je dirais comme ça d'une forteresse. Je pense. Voilà, après, un siège. Ouais. Mais voilà, Donc, on vous en dira plus la semaine prochaine. Très bien. Moi, j'ai bien hâte de découvrir ça. Et puis de voir aussi petite comparaison avec un autre film d'époque qu'on vient de faire. Donc... Ouais, oui, on va voir la comparaison pour le coup. Et je pense qu'on va peut-être avoir aussi le grand écart d'arts martiaux. Ouais, je pense. Mais ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas de quoi ça parle. Je sais même pas si c'est bon, si c'est mauvais, si c'est. Je dis que c'est chinois. Je sais même pas si c'est ça en fait. On fera nos devoirs d'ici la semaine prochaine. Ouais. On vous expliquera tout ça. Et puis on a hâte de découvrir ça avec vous. Yes. À la semaine prochaine. Ciao. Portez-vous bien.